Aucun avantage, aucune allocation, c'est une fausse ancienne combattante, a ricané mon frère pendant la lecture du testament. Il n'a pas remarqué que mon avocat avait glissé au juge une enveloppe non ouverte. Le visage du juge a pâli. Agent, bouclez ce tribunal immédiatement. Je m'appelle Élise Tissot, j'ai 32 ans et je suis une ancienne combattante de l'armée de terre française. Je n'aurais jamais pensé que mon service militaire serait remis en question lors de la lecture du testament de mon propre père. Mais là se tenait Jacques, mon frère, pointant son doigt vers moi. Pas d'avantage, pas de droit. C'est une fausse vétérane, a-t-il raillé à voix haute. Ce que Jacques n'a pas remarqué, c'est mon avocat glissant discrètement une enveloppe non ouverte à la juge. Alors que la juge lisait son contenu, son visage a pâli. Huissier, scellez ce tribunal immédiatement. Ayant grandi dans une petite ville de Normandie, notre famille semblait parfaite en apparence. Mon père, Robert Tissot, ma mère, Éléonore, mon frère, Jacques, qui avait 5 ans de plus que moi, et moi-même. Nous vivions dans un pavillon coquet à 2 étages avec une clôture blanche, la quintessence du rêve français. Papa dirigeait une petite mais prospère entreprise de BTP spécialisée dans les rénovations commerciales, une affaire qu'il a bâtie à partir de rien avec seulement de la détermination et des mains habiles. La vie a changé radicalement quand j'ai eu 15 ans. Maman a été diagnostiquée avec un cancer du sein agressif et en 6 mois, elle n'était plus là. La perte a dévasté notre famille, mais de différentes manières. Papa s'est plongé dans le travail, faisant des journées de 16 heures pour éviter de rentrer dans une maison vide. Jacques, 20 ans à l'époque, a endossé le rôle de bras droit de papa dans l'entreprise, renonçant à ses études supérieures pour aider à maintenir l'affaire familiale à flot. Et puis il y avait moi, la plus jeune. Soudainement sans mère pendant ces années critiques de l'adolescence, je me suis réfugié dans les études, trouvant du réconfort dans les livres et l'apprentissage. Papa a remarqué le sacrifice de Jacques, mais semblait ignorer mes excellentes notes et mes réussites scolaires. Ce n'est pas qu'il ne s'en souciait pas. Il se sentait simplement plus proche de Jacques, qui lui rappelait sa propre jeunesse. Jacques est un homme d'affaires né, disait fièrement papa au dîner. Un jour, tout cela sera à lui. Ces mots faisaient plus mal que papa ne le réalisait probablement. Non pas parce que je voulais l'entreprise nécessairement, mais parce que cela impliquait que je n'étais même pas pris en compte dans l'équation. Le traitement de faveur que Jacques recevait était subtil mais constant. Un bel utilitaire neuf pour son 18e anniversaire, alors que j'ai eu une berline d'occasion pour le mien. L'opinion de Jacques sur les affaires était sollicitée et valorisée, tandis que mes suggestions étaient accueillies par des hochements de tête polis et de rapides changements de sujet. Papa a payé l'appartement de Jacques en centre-ville près du siège de l'entreprise, mais m'a demandé pourquoi j'avais besoin de mon propre logement quand j'ai commencé mon IUT. Au fil des ans, la dynamique entre Jacques et moi est devenue de plus en plus tendue. Ce qui avait commencé comme une rivalité fraternelle typique s'est transformé en quelque chose de plus toxique, du moins de son côté. Je voulais l'approbation de mon père, mais Jacques semblait avoir besoin de son attention exclusive. Chaque réussite de ma part était en quelque sorte déformée par Jacques pour en minimiser l'importance. Quand j'ai obtenu mon bac, première de ma promotion, Jacques a convaincu papa qu'il devait assister à une réunion client importante le même jour. Ils sont arrivés juste à la fin de mon discours, manquant le moment pour lequel j'avais tant travaillé. L'excuse de Jacques était au mieux bancale, et la douleur dans mes yeux a été accueillie avec indifférence dans les siens. Après 2 ans à l'IUT, j'ai intégré l'université de Caen avec une bourse au mérite. Je me suis spécialisé en relations internationales avec une option en arabe, fasciné par la politique mondiale et les différentes cultures. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, papa est venu seul. Jacques était trop occupé à finaliser un contrat majeur. C'est pendant mon dernier semestre que j'ai rencontré un recruteur de l'armée sur le campus. Le lieutenant Sarah Bernard m'a dépeint une image de but, de défi et de respect qui a résonné au plus profond de moi. La structure, la chance de servir quelque chose de plus grand que moi-même, l'opportunité d'utiliser mes compétences linguistiques de manière significative. Tout cela me parlait. Quand j'ai annoncé ma décision de rejoindre l'armée après mon diplôme, Jacques s'est moqué ouvertement. Vraiment, Élise? L'armée? C'est juste une autre de tes tentatives pour attirer l'attention de papa. Tout ne tourne pas autour de papa, Jacques, ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. Certains d'entre nous prennent des décisions basées sur ce en quoi nous croyons, pas seulement sur ce que nous avons à y gagner. La réaction de papa était mitigée, l'inquiétude pour ma sécurité se mêlait à une fierté réticente qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. Tu es sûr de ça,
Élise? C'est un grand engagement. J'en suis sûr, papa. C'est quelque chose que je dois faire. Le jour de mon départ pour mes classes, papa m'a serré fort dans ses bras, murmurant, ta mère serait fière. Jacques m'a donné une poignée de main raide et formelle et un avertissement. Ne reviens pas en courant quand tu réaliseras à quel point le monde réel est dur. J'ai mis mon sac sur mon épaule et me suis dirigé vers le bus. L'espoir se mêlant à la détermination. Peut-être que dans l'armée, je trouverai enfin le respect et la reconnaissance que j'avais toujours désiré. Peut-être que là-bas, mes contributions compteraient. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est à quel point cette décision allait transformer non seulement ma vie, mais les fondements même de notre famille. Les classes au camp de Cellus, dans le sud de la France, ont été tout aussi difficiles que je l'avais prévu et exactement ce dont j'avais besoin. Les exigences physiques m'ont poussé au-delà de limites que je ne savais pas que j'avais, tandis que la discipline mentale m'a donné un cadre pour le chaos de la vie. Pour la première fois, j'étais jugé uniquement sur ma performance, pas en comparaison avec quelqu'un d'autre. Mes compétences en langue arabe et mon diplôme en relations internationales ont attiré l'attention de mes supérieurs dès le début. Après avoir terminé mes classes, j'ai été sélectionné pour une formation spécialisée supplémentaire dans le renseignement militaire. Ce n'était pas le chemin que j'avais initialement prévu, mais je l'ai embrassé de tout cœur. Le travail était intellectuellement exigeant et profondément significatif. Nous étions formés à la collecte de renseignements, à l'analyse et à des opérations qui requéraient à la fois une agilité mentale et une résilience physique. 6 mois après avoir commencé mon nouveau rôle, j'ai rencontré le capitaine Amanda Reynaud, qui est devenu à la fois mon mentor et mon ami la plus proche dans le service. De 10 ans mon aîné, Amanda avait cette sorte de confiance tranquille qui commandait le respect sans l'exiger. Elle m'a pris sous son aile, reconnaissant en moi quelque chose que même moi, je ne pouvais pas encore voir. Tu as un bon instinct, Tissot, m'a-t-elle dit lors d'un exercice d'entraînement nocturne. Mais plus important encore, tu as de la compassion en plus de tes compétences analytiques. Cette combinaison est rare et précieuse dans notre domaine. Mon premier déploiement au Sahel a eu lieu 2 ans après le début de mon service. Je ne peux pas partager beaucoup de détails, mais je faisais partie d'une unité spécialisée qui travaillait en étroite collaboration avec des ressources locales pour recueillir des renseignements cruciaux. Mes compétences linguistiques se sont avérées inestimables, et pendant 18 mois, je me suis immergé dans un monde très éloigné de l'entreprise de BTP de Normandie et des dynamiques familiales que j'avais laissées derrière moi. La communication avec la maison était sporadique pendant cette période. Papa envoyait des colis et des lettres exprimant sa fierté croissante pour mon service. Jacques communiquait rarement directement, ajoutant occasionnellement une note superficielle aux lettres de papa. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que j'avais trouvé mon but et ma famille dans l'armée. 4 ans après le début de mon service est arrivée la mission qui allait tout changer. Notre unité de renseignement a reçu des informations sur une réunion d'une cible de grande valeur dans un endroit isolé près d'une zone frontalière du Sahel. L'opération était classifiée au plus haut niveau, avec seulement une petite équipe au courant de toute sa portée et de son impact potentiel. Amanda et moi faisions partie d'une équipe de 6 personnes envoyées pour vérifier les renseignements et fournir une analyse en temps réel pour une opération potentielle. Ce qui aurait dû être une mission de reconnaissance standard a rapidement mal tourné lorsque notre position a été compromise. L'attaque a eu lieu juste avant l'aube. Des explosions ont secoué notre petit avant-poste, suivis de tirs nourris venant de plusieurs directions. Amanda coordonnait les protocoles d'évacuation lorsque la deuxième explosion a frappé, faisant s'effondrer une partie de la structure. À travers la poussière et le chaos, j'ai vu 3 membres de notre équipe à terre, dont Amanda, qui était coincée sous une poutre tombée. L'entraînement a pris le dessus, l'emportant sur la peur. J'ai réussi à traîner 2 membres de l'équipe en lieu sûr avant de retourner chercher Amanda. Le bâtiment gémissait, menaçant de s'effondrer entièrement. Les tirs ennemis continuaient de pleuvoir sur la zone, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était de l'atteindre. « Laisse-moi, Tissot », a ordonné Amanda quand je l'ai rejointe, sa voix tendue par la douleur. « C'est un ordre direct. Va au point d'extraction. » Avec tout le respect que je vous dois, mon capitaine, ça n'arrivera pas, ai-je répondu, en travaillant pour la libérer des débris. Ce qui s'est passé ensuite est encore un flou dans ma mémoire. Il y a eu une autre explosion, plus proche cette fois. Je me souviens m'être jeté sur Amanda alors que le monde explosait autour de nous. Quelque chose m'a frappé violemment dans le dos et sur le côté gauche. La douleur a été immédiate et accablante, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rester consciente assez longtemps pour voir l'équipe de sauvetage arriver.
Je me suis réveillé 3 jours plus tard à l'hôpital militaire Percy, près de Paris. Les dégâts étaient importants. 3 côtes cassées, un poumon perforé, de graves blessures par éclat d'obus au dos et à la jambe gauche, et un traumatisme crânien dû à l'impact de l'explosion. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. Amanda a survécu aussi, bien que ses blessures fussent graves. Quand elle a été assez bien pour me rendre visite dans ma chambre d'hôpital, elle m'a apporté des nouvelles qui m'ont stupéfié. Les renseignements que nous avons recueillis avant l'attaque valaient de l'or, Élise, a-t-elle dit à voix basse. Malgré la sécurisation du lieu, cela a mené à l'une des opérations les plus significatives de la dernière décennie. Et tes actions ont sauvé non seulement notre équipe, mais potentiellement toute l'opération. Ce que je ne savais pas alors, c'est qu'en raison de la nature classifiée de la mission, tous les dossiers de ma participation et de mes blessures ont été scellés au plus haut niveau. Mon traitement médical et ma convalescence seraient documentés sous des codes génériques. La vraie nature de mon service était cachée derrière des couches de protocole de sécurité nationale. Ma convalescence a été lente et douloureuse. 6 mois de chirurgie et de kinésithérapie, suivis de 6 autres mois de rééducation cognitive pour le traumatisme crânien. Les cicatrices physiques s'estomperaient avec le temps, mais certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Je porte encore des éclats d'obus dans ma jambe gauche, et certains bruits forts peuvent déclencher des migraines invalidantes, souvenir de l'explosion qui a failli me coûter la vie. Lors d'une de ces visites, Amanda a apporté une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une médaille, l'une des plus hautes distinctions qu'un soldat puisse recevoir, décernée lors d'une cérémonie privée à laquelle n'assistaient que ceux ayant les habilitations de sécurité nécessaires. Tu l'as mérité, Élise, a dit Amanda, ses yeux brillants de fierté. Et autre chose, peut-être du regret que mon sacrifice ne serait jamais publiquement reconnu. Je ne faisais que mon travail, ai-je répondu, la réponse standard, bien que nous sachions toutes les deux que c'était bien plus que ça. La nature de ton service et cette récompense resteront classifiées indéfiniment, a-t-elle expliqué. Tes dossiers officiels montreront un service honorable, mais aucun des détails spécifiques. Même l'Office national des anciens combattants n'aura pas accès à tous les détails. J'ai immédiatement compris les implications. Pour le monde extérieur, y compris ma famille, j'apparaîtrais simplement comme une autre vétérane avec une démobilisation honorable. Pas de reconnaissance spéciale, pas de reconnaissance publique du sacrifice, pas d'explication pour les effets persistants des blessures dont ils ne pouvaient rien savoir. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance, ai-je dit, et je le pensais. Après 8 ans de service, j'ai reçu une démobilisation honorable avec une composante médicale soigneusement formulée pour protéger les informations classifiées. Mon dossier officiel indiquait que j'avais servi avec distinction, mais ne contenait aucun détail sur l'opération spécifique ou la vraie nature de mes blessures. Alors que je me préparais à retourner à la vie civile, Amanda, maintenant promue commandant, m'a fait une promesse. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. On s'occupe des nôtres, Élise. Ne l'oublie pas. J'ai quitté l'armée avec des blessures invisibles et des honneurs invisibles, retournant dans une famille qui ne pourrait jamais connaître toute la vérité sur ce que j'avais fait ou ce que cela m'avait coûté. Le retour à la maison après 8 ans dans l'armée a été plus difficile que prévu. L'environnement structuré de la vie militaire était devenu ma normalité, et les libertés civiles me semblaient étrangement écrasantes. Des décisions simples comme quoi porter chaque matin ou quand déjeuner demandaient soudain une réflexion active. La vigilance constante qui m'avait gardé en vie dans les zones de combat ne s'éteignait pas simplement parce que j'étais de retour sur le sol français. J'ai loué un petit appartement dans notre ville natale, à environ 20 minutes de la maison de papa. Mes économies militaires m'ont fourni un coussin pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. L'ONAC, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, m'a aidé avec les services de transition, mais je ne pouvais pas leur parler de mes blessures classifiées, ce qui compliquait le processus d'obtention d'un soutien approprié. Ma première visite à la maison de papa a révélé des changements auxquels je n'étais pas préparé. À 64 ans, il paraissait bien plus vieux que son âge. Sa carrure autrefois robuste s'était amincie et de profondes rides marquaient son visage. L'entreprise était toujours prospère, maintenant agrandie sous la direction de Jacques. Mais papa s'était retiré des opérations quotidiennes. Le docteur dit que je dois y aller doucement, a-t-il expliqué quand je l'ai interrogé sur sa santé. Le cœur n'est plus ce qu'il était. Jacques s'occupe de la plupart des choses maintenant. En parlant de Jacques, mon frère était remarquablement absent de mon retour. Il avait déménagé dans une grande maison dans le quartier riche de la ville avec sa femme Catherine et leurs 2 enfants,
une famille que je n'avais vue qu'en photo pendant mon déploiement. Selon papa, Jacques passait brièvement chaque dimanche pour le dîner, mais était autrement absorbé par la gestion de l'entreprise et sa propre vie de famille. Ces premières semaines à la maison, je me suis installé dans une routine de course matinale, autant que ma jambe le permettait, de candidature à des emplois et de visites en soirée chez papa. Nous avons développé un rythme confortable, différent de la relation tendue de ma jeunesse. Papa semblait sincèrement intéressé par mon service. Bien que je ne puisse partager que des versions édulcorées de mes expériences. Je me suis toujours inquiété pour toi là-bas, a-t-il avoué un soir alors que nous étions assis sur sa balancelle de Porsche. J'ai gardé ta photo juste à côté de mon lit pour pouvoir te dire bonne nuit, comme quand tu étais petite. Cet aveu a touché quelque chose de profond en moi. Toutes ces années à me sentir moins valorisé que Jacques. Et voilà la preuve que papa m'avait porté dans son cœur tout ce temps. Au fil des semaines et des mois, papa et moi sommes devenus plus proches que nous ne l'avions jamais été. Je l'aidais à la maison, le conduisais à ses rendez-vous médicaux et écoutais des histoires sur maman qu'il n'avait jamais partagées auparavant. En l'absence de la présence constante de Jacques, papa semblait me voir clairement pour la première fois. Un soir, environ 6 mois après mon retour, papa a abordé le sujet de l'entreprise familiale. Jacques a bien réussi avec l'entreprise, a-t-il commencé, son ton mesuré. Il s'est étendu au projet résidentiel, a embauché plus d'équipes, mais il est différent de moi à son âge, plus axé sur les profits que sur les gens. J'ai hoché la tête, ne sachant pas où la conversation menait. Le fait est, Élise, que je t'observe depuis que tu es rentrée. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu réfléchis aux problèmes, tu as des qualités de leader que je n'avais jamais pleinement appréciées auparavant. L'armée a tendance à inculquer ces choses, ai-je répondu, minimisant le compliment. Peut-être, mais je pense qu'elles ont toujours été là. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. J'ai réfléchi à l'avenir de l'entreprise, à l'héritage. Cette conversation a marqué le début de l'inclusion progressive de papa dans les discussions d'affaires. Rien de formel au début, juste me demander mon avis sur des questions de gestion ou me faire examiner des propositions de contrat. Quand j'ai suggéré de mettre en place un programme pour embaucher et former des anciens combattants, papa a soutenu l'idée avec enthousiasme, allouant des ressources sans hésitation. La réaction de Jacques à mon implication croissante a été, comme on pouvait s'y attendre, négative. Lors de ses visites du dimanche, il faisait des commentaires dédaigneux sur mon manque d'expérience dans le BTP ou remettait en question la valeur du leadership militaire dans un contexte d'entreprise civile. Jouer aux soldats pendant quelques années ne te qualifie pas pour prendre des décisions d'affaires, a-t-il remarqué lors d'un dîner particulièrement tendu. Papa te laisse juste te sentir incluse par pitié. Papa nous a surpris tous les deux en frappant la table de sa main. Ça suffit, Jacques. Ta sœur a servi ce pays avec honneur, et elle a gagné mon respect et le tien. Les décisions que je prends concernant mon entreprise sont les miennes seules. La réprimande a laissé Jacques furieux mais temporairement silencieux. Après cet incident, ses visites du dimanche sont devenues moins fréquentes, les voyages d'affaires et les obligations familiales servant d'excuses commodes. Alors que la santé de papa continuait de décliner, nos conversations de fin de soirée prirent une plus grande importance. Au cours d'une de ces discussions, environ 1 an après mon retour, il a abordé le sujet de son testament. J'ai rencontré Maître Dubois, a-t-il dit, faisant référence à son ami et avocat de longue date, pour apporter quelques changements à ma planification successorale. Papa, nous n'avons pas besoin de discuter de ça, ai-je protesté, mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Si, Élise. J'ai besoin que tu comprennes ma pensée. Son expression était sérieuse. J'ai travaillé toute ma vie pour construire quelque chose qui me survivrait, quelque chose qui prendrait soin de ma famille. Pendant des années, j'ai supposé que cela signifiait tout laisser à Jacques. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise ou les gens qui en dépendent pour leur gagne-pain. Jacques a changé. Les valeurs sur lesquelles j'ai bâti cette entreprise ne semblent plus compter pour lui. Au cours des semaines suivantes, papa a occasionnellement mentionné des réunions avec Maître Dubois, mais n'a jamais élaboré sur les détails des changements à son testament. Jacques a sommeau eu vent de ces réunions, et son attitude envers moi est devenue de plus en plus hostile. 2 fois, il est arrivé à l'improviste chez papa quand j'y étais, exigeant des conversations privées qui laissaient papa épuisé et contrarié. Pendant ce temps, j'ai reçu plusieurs appels d'Amanda pour prendre des nouvelles de mon adaptation à la vie civile. Lors d'un appel,
je lui ai confié mes préoccupations concernant la situation familiale. Sois prudente, Élise, m'a-t-elle conseillé. Les conflits familiaux sur l'héritage peuvent devenir très laids. Documente tout, en particulier les menaces ou les comportements inquiétants de ton frère. Son avertissement s'est avéré prémonitoire. Alors que la santé de papa se détériorait davantage, les visites de Jacques sont devenues plus conflictuelles. Il m'accusait de manipuler papa, de le monter contre son propre fils. J'ai fait de mon mieux pour éviter les conflits directs, me concentrant plutôt sur le confort des derniers mois de papa. Un soir, environ 18 mois après mon retour, papa et moi regardions son western préféré quand il a pris ma main. « Je suis fier de toi, Élise », a-t-il dit simplement. « J'aurais aimé te le dire plus souvent tout au long de ta vie. » Il a succombé à une crise cardiaque massive dans son sommeil. Quand je l'ai trouvé le lendemain matin, il était parti. Les funérailles ont eu lieu par une journée d'automne fraîche, le genre de temps que papa avait toujours aimé pour travailler dehors. L'église était bondée de personnes dont il avait touché la vie, employés, clients, amis et voisins. Je me tenais à l'avant, saluant les personnes en deuil et acceptant les condoléances, tandis que Jacques et Catherine sont arrivés avec un retard calculé, faisant leur entrée juste au moment où le service allait commencer. Tout au long de la cérémonie, j'ai remarqué Jacques chuchotant à divers associés, son expression plus calculatrice qu'endeuillée. Quand est venu le moment des éloges funèbres, Jacques a parlé en premier, se dépeignant comme le fils dévoué qui avait sacrifié ses propres ambitions pour aider son père à construire l'héritage familial. Il ne m'a mentionné qu'en passant, faisant référence à ma longue absence pendant mon service militaire. Quand mon tour est venu, j'ai parlé simplement de la gentillesse de papa, de son éthique de travail et des valeurs qu'il m'avait inculquées. J'ai partagé des souvenirs de notre temps ensemble après mon retour, en prenant soin de ne pas souligner notre nouvelle proximité d'une manière qui pourrait sembler être une pique envers Jacques. À la réception qui a suivi, Jacques a lancé sa première pique publique sur mon service militaire. Alors que je parlais avec le plus vieil ami de papa et ancien partenaire commercial, Franck Guillaume, de mes expériences de retour à la vie civile, Jacques est intervenu. Ne la laisse pas te tromper, Franck. D'après ce que j'ai compris, son temps dans l'armée était plutôt pépère, à pousser des papiers dans un bureau pendant que de vrais soldats se battaient. Franck semblait mal à l'aise, mais j'ai gardé mon sang-froid. Chacun sert à sa manière, Jacques. Chaque rôle est essentiel à la mission. Bien sûr, a ricané Jacques. Je dis juste que c'est pratique que tu rentres sans une égratignure après avoir soi-disant servi dans des zones de conflit. Certains pourraient trouver ça suspect. J'ai senti mon visage rougir de colère, mais des années de discipline militaire m'ont aidé à garder le contrôle. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Jacques. Il a haussé les épaules et est passé à un autre groupe, me laissant secouer. Comment pouvait-il connaître mon dossier de service classifié? Et pourquoi était-il si déterminé à saper ma carrière militaire? La semaine suivante, Maître Dubois nous a contactés, Jacques et moi, au sujet de la lecture du testament. Votre père a demandé que nous fassions cela formellement au palais de justice, sous la présidence de la juge Hébert, a-t-il expliqué. C'est inhabituel, mais étant donné la nature de la succession et ses instructions spécifiques, je l'ai arrangé comme il le souhaitait. Jacques semblait ravi de cette nouvelle, supposant clairement que le cadre formel donnerait du poids à ce qu'il croyait être son héritage complet de l'entreprise. Enfin, nous pouvons mettre tout ça derrière nous et reprendre la gestion de l'entreprise correctement, a-t-il dit, ne prenant pas la peine de cacher son impatience. La veille de la lecture du testament, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Sa voix était basse et prudente. Élise, je voulais vous prévenir. Votre père a apporté des modifications importantes à son testament dans les mois précédant son décès. Je ne peux pas discuter des détails avant demain, mais je veux que vous soyez préparés. Jacques pourrait ne pas bien réagir. Est-ce que papa a parlé de ces changements à Jacques, ai-je demandé. Non, a répondu Maître Dubois après une brève hésitation. Il pensait que cela ne créerait que des conflits pendant ces derniers jours. Il m'a demandé de m'en occuper après son départ. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le bureau de papa, entouré de photographies et de souvenirs de sa vie. Une photo a attiré mon attention, papa et moi, lors de ma cérémonie d'engagement dans l'armée. Il rayonnait de fierté, son bras autour de mes épaules. C'était l'une des rares fois où je l'avais vu me regarder de la même manière qu'il regardait souvent Jacques. Le lendemain matin, alors que je me préparais à partir pour le palais de justice, Jacques est arrivé à l'improviste chez papa. Il est entré sans attendre d'invitation, Catherine le suivant avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux.
Nous devons parler, Élise, a exigé Jacques, son ton ne laissant aucune place au refus. La lecture du testament est dans 1 heure, Jacques. Tout ce qui doit être dit peut attendre après. Non, ça ne peut pas, il s'est approché, envahissant mon espace personnel d'une manière qui aurait été intimidante si je n'avais pas affronté bien pire au combat. Je sais ce que tu as fait. De quoi parles-tu? Ne joue pas l'innocente. Je sais que tu as manipulé papa quand il était vulnérable. Tu l'as monté contre moi, lui as rempli la tête de mensonges sur la façon dont je gérais sa précieuse entreprise. Ce n'est pas vrai, Jacques. Papa a pris ses propres décisions. Il a ricané. Bien sûr. Et je suppose que c'est une simple coïncidence si, après que tu te sois pointé en jouant la fille parfaite, papa se met soudainement à rencontrer des avocats et à changer des choses qui étaient réglées depuis des années. Jacques, chéri, est intervenue Catherine, posant une main manucurée sur son bras. Ça n'aide pas, attendons de voir ce que dit le testament. Il l'a repoussé. Non, Catherine. Je veux qu'elle admette ce qu'elle a fait. Papa a bâti cette entreprise pour moi. Moi. Pas pour la petite sœur qui n'a même pas pu supporter un vrai combat. La pique a fait plus mal qu'il ne pouvait l'imaginer. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant comme Amanda me l'avait appris lors d'opérations particulièrement stressantes. Je n'ai pas manipulé papa. Je suis simplement rentré à la maison et j'ai passé du temps avec lui. Si cela a changé sa perspective sur certaines choses, c'était son droit. Baliverne, a craché Jacques. Tu ne t'es jamais soucié de l'entreprise avant. Tu es parti jouer aux soldats au lieu d'aider quand papa en avait besoin. Et maintenant tu penses pouvoir débarquer et réclamer ce qui m'appartient de droit. Je ne suis pas rentré pour l'entreprise, Jacques. Je suis rentré parce que mon service était terminé et que je voulais renouer avec ma famille. Famille? C'est fort de café venant de toi. Où étais-tu quand papa a eu sa première crise cardiaque il y a 3 ans? Où étais-tu quand l'entreprise a failli couler pendant la récession? J'étais là, à tout gérer pendant que tu étais parti dans ta petite aventure. Avant que je puisse répondre, il a pointé un doigt vers mon visage. J'ai enquêté sur ton dossier militaire, Élise. C'est intéressant ce qu'on peut découvrir avec les bonnes relations. Pas de décoration de combat, pas de traces de blessures ou de service spécial. Pour quelqu'un qui a servi dans le renseignement en temps de guerre, ton dossier est étrangement impeccable. Presque comme si tu cachais quelque chose ou que tu inventais tout. L'accusation m'a laissé momentanément sans voix. Jacques ne pouvait pas avoir accès à mes dossiers classifiés, ce qui signifiait qu'il travaillait avec des informations incomplètes et tirait ses propres conclusions. Mon dossier militaire ne te regarde pas, Jacques. Si, quand tu l'utilises pour gagner la sympathie de papa, pour te faire passer pour une sorte d'héroïne. Son visage s'est tordu de mépris. As-tu seulement servi à l'étranger, Élise, ou était-ce juste un autre mensonge? Ça suffit. J'élevais rarement la voix, une habitude prise pendant des années à donner et recevoir des ordres dans des situations de haute tension. L'ordre sec a fait sursauter Jacques et Catherine. Nous allons être en retard pour la lecture du testament. Cette conversation est terminée. Alors que je prenais mon manteau et mes clés, Jacques a crié derrière moi. Ce n'est pas fini, Élise. Loin de là. Quand tout le monde verra quelle fraude tu es, tu regretteras d'être revenu. Je suis sorti sans répondre, mais ces mots ont résonné dans mon esprit jusqu'au palais de justice. Sur une impulsion, j'ai appelé Amanda. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand elle a répondu. Mon frère porte des accusations sur mon dossier militaire, affirmant que je cache quelque chose ou que j'invente des choses. Il dit qu'il a enquêté sur mon dossier. La voix d'Amanda est devenue sérieuse. C'est préoccupant à plusieurs niveaux. L'accès des civils au dossier de service détaillé est limité, et s'il obtient des informations par des canaux non officiels, c'est potentiellement illégal. Il a mentionné avoir des relations, ai-je expliqué. Encore plus préoccupant. Écoute, Élise, nous devons anticiper. Je peux être là demain matin. En attendant, ne réponds pas à ces accusations. S'il évoque ton dossier militaire en public, déclare simplement que certains aspects de ton service restent classifiés pour des raisons de sécurité nationale. Est-ce que ce sera suffisant? Ça devrait l'être pour l'instant. J'apporterai la documentation nécessaire pour régler ça correctement quand j'arriverai. En arrivant sur le parking du palais de justice, j'ai vu Jacques et Catherine entrer déjà dans le bâtiment. Prenant une profonde inspiration,
je me suis préparé à la confrontation à venir. Le palais de justice était une imposante structure de briques rouges et de colonnes blanches, un vestige d'une époque plus formelle. La salle d'audience numéro 3, où la lecture du testament était prévue, était une petite pièce lambrissée avec de hauts plafonds et des bancs en bois inconfortables. Je suis arrivé 10 minutes en avance pour trouver Jacques et Catherine déjà assis au premier rang, Maître Dubois arrangeant des papiers à une table d'appoint, et la juge Hébert examinant des documents sur son banc. Maître Dubois a hoché la tête gravement en me voyant, me faisant signe de m'asseoir du côté opposé à Jacques. Quelques autres personnes sont entrées, le comptable de papa, son assistante administrative de longue date, Marion, et à ma surprise, Franck Guillaume, son ancien partenaire commercial. À 10 heures précises, la juge Hébert a appelé la salle à l'ordre. C'était une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré et des lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. « Nous sommes ici pour la lecture du dernier testament de Robert Tissot », a-t-elle annoncé. C'est un cadre inhabituel pour une lecture de testament, mais M. Tissot a spécifiquement demandé une supervision judiciaire de ce processus et, compte tenu de sa position dans la communauté, j'ai accepté de présider. Elle a fait un signe de tête à Maître Dubois. « Maître, vous pouvez commencer. » Maître Dubois s'est levé et s'est éclairci la gorge. « Merci, Madame la juge. » Avant de commencer, je tiens à noter que Robert Tissot a modifié son testament environ 4 mois avant son décès. Le document que je vais lire représente ses dernières volontés telles qu'elles ont été légalement exprimées et attestées. Du coin de l'œil, j'ai vu Jacques s'agiter sur son siège, son expression confiante. Il croyait clairement toujours que le cadre formel visait à souligner l'importance de son héritage, et non à le protéger d'éventuelles contestations. Maître Dubois a commencé à lire le préambule juridique standard, établissant la santé d'esprit de papa et ses décisions volontaires. Puis vint les legs spécifiques, des objets personnels à divers amis, un don généreux au centre local de soutien aux anciens combattants, et des dons financiers à plusieurs employés de longue date. À mon fils, Jacques Tissot, a poursuivi Maître Dubois, je lègue 49% des parts de Tissot BTP, avec la stipulation que les décisions commerciales majeures nécessitent l'approbation du conseil d'administration. Les mots ont flotté dans l'air un instant avant que leur implication ne devienne claire, ce n'était pas la participation majoritaire que Jacques attendait. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu son sourire confiant vaciller, la confusion se propageant sur ses traits. À ma fille, Élise Tissot, a lu Maître Dubois, sa voix stable, je lègue 51% des parts de Tissot BTP et le poste de présidente du conseil d'administration. La salle est devenue complètement silencieuse. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Papa m'avait laissé le contrôle majoritaire de l'entreprise, l'héritage qu'il avait toujours indiqué irait à Jacques seul. C'est ridicule. La voix de Jacques a brisé le silence. Il s'est levé brusquement, me pointant du doigt. Elle ne connaît rien au BTP ou à la gestion d'une entreprise. Ça n'a aucun sens. Monsieur Tissot, asseyez-vous, a ordonné sèchement la juge Hébert. Les éclats de voix ne seront pas tolérés dans ma salle d'audience. Jacques est resté debout, le visage rouge de colère. Madame la juge, mon père n'était clairement pas dans son bon sens quand il a fait ces changements. Ma sœur l'a manipulé pendant sa maladie. C'est une accusation grave, monsieur Tissot, a répondu la juge Hébert. Avez-vous des preuves pour l'étayer? Oui, j'en ai. Jacques s'est tourné pour me foudroyer du regard. Elle a débarqué après 8 ans d'absence alors que papa était au plus vulnérable. Elle n'a aucune expérience en BTP, aucun bagage en affaires. Il n'y a aucune raison logique pour qu'il lui laisse le contrôle majoritaire, à moins qu'elle ne l'ait manipulé. Maître Dubois est intervenu. Madame la juge, je peux attester que Robert Tissot était sain d'esprit lorsqu'il a fait ces changements. Il a fourni une justification claire pour ses décisions, que j'ai documentée de manière approfondie. Quelle justification possible pourrait-il y avoir, a exigé Jacques. Maître Dubois a regardé la juge, qui lui a accordé la permission de répondre. Monsieur Tissot a exprimé qu'il avait réévalué les forces respectives de ses enfants après avoir passé beaucoup de temps avec sa fille suite à son service militaire. Il croyait que son expérience en leadership et son approche éthique de la gestion serviraient au mieux les intérêts à long terme de l'entreprise et de ses employés. Le rire de Jacques était amer et moqueur. Expérience en leadership, approche éthique. Elle était une gratte-papier dans le renseignement. Si elle a même fait ça. Pas d'avantage, pas de droit. C'est une fausse vétérane. L'accusation a résonné sur les murs de la salle d'audience, plongeant tout le monde dans le silence.
Même Catherine semblait mortifiée par l'éclat de son mari. Monsieur Tissot, la voix de la juge Hébert a claqué comme un fouet. Ça suffit. Mais Jacques était hors de contrôle, sortant maintenant des papiers de la poche intérieure de sa veste. J'ai des documents, madame la juge. J'ai demandé à un contact à l'ONAC de vérifier ces dossiers. Aucun service de combat répertorié, aucune blessure signalée, aucune mention spéciale, rien qui ne justifierait le type d'expérience en leadership qui a soi-disant impressionné mon père. Il a tendu les papiers vers la juge. Elle a menti à papa, à tout le monde, sur son service, jouant la guerrière blessée alors qu'elle n'a probablement jamais quitté un bureau en France. Et elle a utilisé ce faux héroïsme pour monter mon père contre moi. Mon esprit tournait à toute vitesse. Comment Jacques avait-il obtenu des informations de l'ONAC? Même s'il ne s'agissait que de la confirmation de ce qui ne figurait pas dans mes dossiers, accéder à ces informations sans mon consentement était presque certainement illégal. Madame la juge, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne le sentais, certains aspects de mon service militaire restent classifiés. L'absence de certaines informations dans les dossiers standards ne signifie pas ce que mon frère suggère. Jacques a ricané bruyamment. Excuse pratique. Mission classifiée. Service secret spécial. Ce n'est pas un film, Élise. Arrête de mentir. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Amanda est entrée, impeccable dans son uniforme d'apparat orné des insignes de son grade et de ses médailles de service. Toutes les têtes se sont tournées à son entrée. Pardonnez l'interruption, madame la juge, a-t-elle dit en s'approchant du banc. Je suis le commandant Amanda Reynaud, de l'armée de terre. J'étais l'officier commandant de mademoiselle Tissot et je sers actuellement de représentante légale militaire. La juge Hébert a haussé un sourcil. C'est inattendu, commandant. Puis-je vous demander la raison de votre présence? J'ai reçu des informations selon lesquelles le dossier de service de mademoiselle Tissot était déformé dans cette procédure. Compte tenu de la nature classifiée de certains aspects de son service, j'ai jugé nécessaire d'intervenir. Amanda a sorti une enveloppe de sa mallette. J'ai des documents du ministère des Armées qui pourraient être pertinents pour cette procédure. Elle a remis l'enveloppe scellée à l'huissier, qui l'a transmise à la juge Hébert. Alors que la juge rompait le sceau et commençait à lire, la salle d'audience est restée silencieuse, tous les yeux fixés sur son visage. J'ai vu son expression passer d'un intérêt professionnel à la surprise, puis à quelque chose approchant l'admiration. Finalement, elle a levé les yeux, son regard croisant le mien brièvement avant de s'adresser à la salle. Ce tribunal prendra une pause de 15 minutes. Commandant Reynaud, mademoiselle Tissot et monsieur Tissot, veuillez rester. Tous les autres sont excusés de la salle d'audience. Alors que les autres sortaient, la confusion évidente sur leur visage, Jacques s'est approché d'Amanda agressivement. Mais qui diable êtes-vous vraiment? C'est quoi ce coup monté? La réponse d'Amanda fut froide et professionnelle. Je vous assure, monsieur Tissot, ce n'est pas un coup monté. J'ai servi aux côtés de votre sœur dans des circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer. Une fois la salle vidée, à l'exception de nous quatre, la juge Hébert a repris la parole. Huissier, scellez ce tribunal immédiatement, a-t-elle appelé aux fonctionnaires à la porte. Ils ont obtempéré rapidement, sécurisant l'entrée et se postant à l'extérieur. La juge a enlevé ses lunettes de lecture et a regardé directement Jacques. Monsieur Tissot, les accusations que vous avez portées contre votre sœur sont non seulement fausses, mais potentiellement préjudiciables à la sécurité nationale. Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Mademoiselle Tissot, le contenu de cette enveloppe explique beaucoup de choses qui ne peuvent être reconnues publiquement. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre service. Jacques nous regardait, la confusion et la colère se disputant sur son visage. Que se passe-t-il ici? Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? La juge Hébert le regarda sévèrement. Ce que je vais partager ne doit pas quitter cette pièce. Est-ce bien compris? Nous avons tous hoché la tête, bien que Jacques l'ait fait à contre-cœur. Le service militaire de mademoiselle Tissot incluait des opérations classifiées de la plus haute sensibilité. Ces actions lors d'une mission particulière ont sauvé de nombreuses vies et fourni des renseignements cruciaux pour la sécurité nationale. Elle a subi de graves blessures dans l'exercice de ses fonctions, des blessures qui ont été traitées selon des protocoles classifiés pour protéger la sécurité opérationnelle. La bouche de Jacques s'est ouverte et fermée, aucun mot n'en sortant. En raison de la nature de son service, a poursuivi la juge, la plupart des dossiers de mademoiselle Tissot sont scellés au plus haut niveau.
La documentation fournie par le commandant Reynaud confirme que mademoiselle Tissot a reçu l'une des plus hautes distinctions militaires de notre nation lors d'une cérémonie privée, encore une fois en raison de la nature classifiée de l'opération. Elle a fixé Jacques d'un regard perçant. En bref, monsieur Tissot, votre sœur est une véritable héroïne dont les sacrifices pour ce pays ne peuvent être publiquement reconnus pour des raisons de sécurité nationale. Votre père a été mis au courant de ce fait par les canaux appropriés avant de modifier son testament. La couleur quitta le visage de Jacques alors que les implications s'imposaient à lui. Non seulement je n'étais pas une fausse vétérane, mais j'avais servi d'une manière qui m'avait valu une reconnaissance au plus haut niveau du commandement militaire, une reconnaissance qui ne pouvait être affichée ou discutée publiquement. Je ne savais pas, balbutia-t-il, semblant véritablement secoué pour la première fois. Non, vous ne saviez pas, répondit Amanda d'un ton égal. Et pourtant, vous avez choisi de porter des accusations publiques basées sur des informations incomplètes, compromettant potentiellement la sécurité opérationnelle et causant certainement une détresse injustifiée à une vétérane décorée. La juge Hébert a rassemblé les papiers dans l'enveloppe et l'a refermée. À la lumière de ces informations, monsieur Tissot, souhaitez-vous continuer à contester le testament de votre père? Jacques s'est affalé sur son siège, toute combativité l'ayant quitté. Non, madame la juge. Bien. Alors nous reprendrons la procédure et terminerons la lecture du testament sans autre interruption. Je suppose qu'il n'y aura plus d'éclat de voix ni d'accusation. Alors que les autres étaient rappelés dans la salle d'audience, Jacques a évité mon regard, fixant ses mains. Le reste de la lecture du testament s'est déroulé sans incident, Maître Dubois détaillant les dispositions restantes de la succession de papa. Quand ce fut terminé, Jacques s'est dépêché de sortir sans parler à personne. Catherine a hésité, puis s'est approchée de moi avec incertitude. Élise, je n'avais aucune idée de tout ça. Ce que Jacques a fait, les choses qu'il a dites, je veux que tu saches que je ne le soutenais pas. J'ai hoché la tête, trop épuisé émotionnellement pour offrir plus que ce simple accusé de réception alors qu'elle partait suivre son mari. Amanda a posé une main de soutien sur mon épaule. Ça va? Ça ira, ai-je répondu. Le poids total des événements de la journée commençait à se faire sentir. Papa avait su, d'une manière ou d'une autre, il avait su la vérité sur mon service. Et dans son dernier acte, il avait reconnu ce qu'il n'aurait jamais pu dire publiquement, qu'il était fier de moi, qu'il me faisait confiance, qu'il voyait ma valeur. En quittant le palais de justice ensemble, j'ai ressenti un étrange mélange de justification et de chagrin. La reconnaissance que j'avais si longtemps cherchée était venue à un prix terrible, la perte de mon père et potentiellement toute chance de réconciliation avec mon frère. Les suites de la lecture du testament se sont déroulées de manière que je n'aurais jamais pu prédire. Alors qu'Amanda et moi sortions du palais de justice, des journalistes du journal local se sont approchés, clairement informés que quelque chose d'inhabituel s'était produit dans la salle d'audience 3. Maître Dubois a habilement géré leurs questions, expliquant que la juge Hébert avait validé le testament de Robert Tissot et que j'allais assumer la direction de Tissot BTP conformément aux souhaits de mon père. Mademoiselle Tissot apporte une expérience de leadership précieuse de son service militaire, leur a dit Maître Dubois, évitant soigneusement tout détail classifié. Robert croyait fermement que sa vision pour l'entreprise correspondait aux valeurs sur lesquelles il avait bâti l'affaire. Les journalistes ont insisté pour obtenir plus d'informations sur la partie à huis clos de la procédure, mais Maître Dubois est resté ferme. Les archives judiciaires relatives à certains aspects de la lecture du testament ont été scellées par ordre de la juge. C'est tout ce que je peux partager pour le moment. Une fois que nous étions à l'abri des oreilles indiscrètes, Amanda a suggéré de continuer notre conversation à mon appartement. Nous devons discuter des prochaines étapes et de la gestion des dégâts, a-t-elle expliqué. Les accusations de ton frère ont peut-être été limitées à cette salle d'audience aujourd'hui, mais il n'y a aucune garantie qu'il ne parlera pas à d'autres. De retour à mon appartement, Amanda a exposé clairement la situation. Le ministère des Armées est préoccupé par toute violation potentielle d'informations classifiées. Le fait que ton frère ait sommeau accédé même à des parties expurgées de tes dossiers à l'ONAC est troublant. Il a mentionné avoir des relations là-bas, me suis-je souvenu. Amanda a hoché la tête d'un air sombre. Nous enquêtons sur cette piste. L'accès non autorisé au dossier des anciens combattants est une infraction grave. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, essayant encore de tout assimiler. Officiellement, rien ne change dans ton dossier public. Tu restes une vétérane avec un service honorable. Pas de mention spéciale ou de blessure reconnue publiquement. Elle a souri légèrement. Officieusement,
des mesures ont été prises pour garantir que si quelqu'un d'autre essaie d'accéder à tes dossiers comme l'a fait ton frère, il rencontrera des mesures de sécurité supplémentaires. Et pour Jacques? Fera-t-il face à des conséquences pour avoir accédé à mes dossiers? L'expression d'Amanda est devenue sérieuse. Cela dépend de la manière dont il a obtenu l'information et de ce qu'il fera à l'avenir. S'il continue à porter des accusations publiques sur ton service, une intervention plus directe pourrait être nécessaire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du bureau de la juge Hébert me demandant d'être présente pour une réunion privée. À mon arrivée, j'ai trouvé non seulement la juge, mais aussi un représentant du ministère des Armées que je n'avais jamais rencontré auparavant, un homme à l'air sévère dans la cinquantaine qui s'est présenté simplement comme Monsieur Philippe. Mademoiselle Tissot, a commencé la juge Hébert une fois que nous étions assis. Je voulais faire le suivi de la procédure d'hier. La situation avec votre frère est inhabituelle et potentiellement problématique du point de vue de la sécurité nationale. Monsieur Philippe a pris la parole. Nous avons déterminé que votre frère a obtenu des informations limitées sur vos dossiers par l'intermédiaire d'un ami d'université qui travaille maintenant dans l'administration des dossiers à l'ONAC. Bien que très inapproprié et potentiellement illégal, l'accès s'est limité à confirmer ce qui ne figurait pas dans vos dossiers publics plutôt qu'à accéder à des informations classifiées. Son ami va-t-il être poursuivi, ai-je demandé. C'est traité séparément, a répondu Monsieur Philippe, son ton indiquant clairement qu'il n'en dirait pas plus. Notre préoccupation immédiate est de nous assurer que votre frère comprend la sensibilité de la situation. La juge Hébert s'est penchée en avant. J'ai programmé une réunion privée avec Jacques pour cet après-midi. Monsieur Philippe sera présent pour lui faire comprendre la gravité de discuter de questions classifiées, même par implication. Devrais-je être là? La pensée d'affronter à nouveau Jacques sitôt était épuisante. Ce ne sera pas nécessaire, m'a assuré la juge. En fait, il serait peut-être préférable que vous ne soyez pas présente. Cette réunion vise principalement à s'assurer qu'il comprend les ramifications légales de ses actions et l'importance de la discrétion à l'avenir. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Réunion terminée. Frère comprend situation. Aucun autre problème attendu. Appelez si des problèmes surviennent. Philippe. Le message bref, presque cryptique, était étrangement rassurant dans sa formalité. 2 jours plus tard, je suis entré dans les bureaux de Tissot BTP pour la première fois en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente. La réceptionniste, Diane, qui avait travaillé pour papa pendant plus de 20 ans, m'a accueilli avec une chaleureuse étreinte. Votre père serait si fier, a-t-elle murmuré. Il parlait de vous tout le temps, vous savez. Il gardait chaque lettre que vous envoyiez de l'étranger dans le tiroir de son bureau. Cette révélation m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Même quand je me sentais loin de lui, papa m'avait gardé près de lui d'une manière que j'ignorais. L'équipe de direction de l'entreprise avait été informée du changement de direction, et la plupart m'ont accueilli avec une courtoisie professionnelle, bien qu'avec une certaine appréhension compréhensible. Le bureau de Jacques était visiblement vide. Il n'était pas venu depuis la lecture du testament. Alors que je m'installais dans l'ancien bureau de papa, mon bureau maintenant, Maître Dubois est arrivé avec les derniers papiers, transférant le contrôle majoritaire de l'entreprise à mon nom. Avez-vous eu des nouvelles de Jacques, ai-je demandé alors que nous terminions la signature. Maître Dubois a secoué la tête. Pas directement. Son avocat m'a contacté hier pour confirmer qu'il ne contesterait pas le testament. Au-delà de ça, silence. Une semaine s'est écoulée sans un mot de mon frère. J'ai commencé le processus d'apprentissage de l'entreprise depuis la base, rencontrant les chefs de département, examinant les projets en cours et comprenant la situation financière de l'entreprise. L'initiative d'embauche d'anciens combattants dont papa et moi avions discuté est devenue ma première grande mise en œuvre politique. 10 jours après la lecture du testament, Jacques a finalement appelé. Sa voix au téléphone était sobre, dépourvue du ton agressif auquel je m'étais habitué. Nous devons parler, Élise. En personne. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un lieu neutre, un petit café du centre-ville que ni l'un ni l'autre ne fréquentait. Quand je suis arrivé, Jacques était déjà là, assis dans une banquette d'angle, l'air nettement mal à l'aise. Le frère confiant, presque arrogant, que je connaissais avait été remplacé par quelqu'un qui ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard. Merci d'être venu, a-t-il commencé maladroitement alors que je m'asseyais en face de lui. De quoi voulais-tu discuter? J'ai gardé un ton professionnel, incertaine de ses intentions. Jacques a tripoté sa tasse de café.
D'abord, je te dois des excuses. Ce que j'ai dit au tribunal, les accusations que j'ai portées, c'était déplacé. J'ai hoché la tête mais n'ai pas répondu immédiatement, attendant de voir s'il y avait plus. Je ne savais pas, a-t-il continué. À propos de ton service, je veux dire. L'a jugé ce type du gouvernement, ils ont expliqué. Enfin, pas les détails, mais assez pour que je comprenne que j'avais tort. Tu aurais pu me demander, Jacques, au lieu de fouiller illégalement dans mes dossiers. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je sais. J'étais en colère et désespéré. Après que papa a commencé à changer, à se rapprocher de toi, je me suis convaincu que tu devais le manipuler d'une manière ou d'une autre. La seule explication que je pouvais trouver était que tu exagérais ton service militaire pour gagner sa sympathie. Papa a changé parce qu'il a appris à me connaître en tant qu'adulte, Jacques, pas parce que je l'ai manipulé. Je le vois maintenant. Il a pris une profonde inspiration. Ils m'ont montré quelque chose, tu sais. Pas de détails, mais un rapport lourdement expurgé, juste assez pour qu'il soit clair que ce que tu as fait là-bas était réel et significatif. C'était une nouvelle pour moi. Apparemment, Monsieur Philippe avait décidé qu'une démonstration plus concrète était nécessaire pour convaincre Jacques. Le fait est, a poursuivi Jacques, que j'ai passé toute ma vie à être le fils de Robert Tissot, l'héritier de son entreprise. C'est devenu mon identité. Quand j'ai réalisé qu'il changeait le plan, te donnant le contrôle au lieu de moi, je n'ai pas pu le supporter. J'ai eu l'impression qu'il rejetait tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que je pensais qu'il voulait. Pour la première fois, je pouvais voir la situation du point de vue de Jacques. Toute son estime de soi était liée au fait d'être le successeur de papa. Mon retour et le changement d'avis subséquent de papa avaient brisé cette identité. Papa ne t'a pas rejeté, Jacques. Il a juste reconnu que nous avons tous les deux des forces différentes. Il appréciait aussi les tiennes. C'est pourquoi tu as toujours 49% de l'entreprise. Mais pas le contrôle, a-t-il dit doucement. Non, ai-je reconnu. Pas le contrôle. Nous sommes restés assis en silence un moment. Les années de compétition et d'incompréhension entre nous étaient presque tangibles. Que se passe-t-il maintenant? A-t-il finalement demandé. Avec l'entreprise, je veux dire. Cela dépend en partie de toi, ai-je répondu honnêtement. J'apprends le métier aussi vite que je le peux, mais ton expérience est précieuse. Il y a de la place pour nous deux chez Tissot BTP si tu veux rester. La surprise sur son visage était évidente. Tu voudrais encore de moi après tout ça. Tu as bâti ta vie autour de cette entreprise, Jacques. Je ne te l'enlèverai pas. Mais les choses seront différentes. Les décisions majeures seront prises en collaboration avec l'approbation du conseil d'administration, et le programme d'embauche des anciens combattants n'est pas négociable. Il a hoché la tête lentement. Je peux m'en accommoder. Il faudra un certain temps d'adaptation, mais je peux essayer. Ce n'était pas une réconciliation complète. Trop de choses s'étaient passées pour cela, mais c'était un début. Alors que nous nous séparions devant le café, Jacques a hésité, puis a maladroitement tendu la main. Pour ce que ça vaut, Élise, je suis désolé. Et je suis fier d'avoir une sœur qui a servi notre pays comme tu l'as fait, même si je ne peux pas connaître tous les détails. J'ai pris sa main. Le premier contact sincère entre nous depuis des années. Merci, Jacques. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. En le regardant s'éloigner, j'ai réalisé que la dernière décision de papa avait accompli quelque chose que ni Jacques ni moi n'avions anticipé. Elle nous avait forcés à affronter la relation brisée que nous avions ignorée si longtemps et à faire les premiers pas timides vers la guérison. Cette nuit-là, j'ai appelé Amanda pour la mettre au courant de la réunion avec Jacques. Il s'est vraiment excusé, a-t-elle demandé, l'air impressionné. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Moi aussi, ai-je admis. Je pense que ce que Monsieur Philippe lui a montré a eu un sacré impact. Bien, a répondu Amanda. Parfois, les gens ont besoin de voir des preuves concrètes avant de pouvoir accepter une vérité qui remet en question leur vision du monde. Penses-tu qu'il tiendra sa promesse de discrétion? Je le pense, a-t-elle dit avec confiance. Le ministère des Armées ne plaisante pas avec ces choses. Ton frère est peut-être têtu, mais il n'est pas stupide. Il comprend les conséquences. Alors que je raccrochais le téléphone, j'ai senti un poids se lever que je n'avais même pas réalisé que je portais. La nature secrète de mon service avait toujours créé une barrière entre moi et la vie civile,
une partie de moi-même que je ne pouvais pas entièrement partager. Maintenant, du moins dans les limites de cette salle d'audience et de ses suites, mon sacrifice avait été reconnu. Plus important encore, il avait été reconnu par les deux personnes dont j'avais le plus cherché la reconnaissance, mon père et mon frère. L'enveloppe qui avait tout changé dans cette salle d'audience avait fait plus que protéger mes droits légaux sur la succession de papa. Elle avait validé les années de service qui ne pourraient jamais être célébrées publiquement, les blessures qui m'affectaient encore quotidiennement, et la personne que j'étais devenue à travers ces expériences. Alors que je m'endormais cette nuit-là, j'ai pensé au dernier cadeau de papa pour moi. Pas l'entreprise, pas la sécurité financière, mais la reconnaissance, enfin, de ma vraie valeur. Les mois qui ont suivi la révélation au tribunal ont apporté des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Prendre le contrôle de Tissot BTP signifiait endosser un rôle pour lequel je ne m'étais pas préparé, mais mon expérience militaire s'est avérée étonnamment applicable. Planification stratégique, gestion du personnel, réponse aux crises. Ces compétences se sont transférées plus facilement que prévu au monde des affaires. Ma première initiative majeure a été le lancement officiel du programme d'embauche des anciens combattants dont papa et moi avions discuté. Nous nous sommes associés aux bureaux locaux de l'ONAC et au service de transition militaire pour créer des passerelles permettant aux anciens combattants d'entrer dans l'industrie du BTP, en fournissant formation et mentorat. En 6 mois, nous avions embauché 23 anciens combattants à divers postes, de la gestion de projets aux métiers qualifiés. Jacques et moi avons établi une relation de travail méfiante mais fonctionnelle. Il a continué à superviser les aspects opérationnels de l'entreprise tandis que je me concentrais sur la direction stratégique et la culture d'entreprise. Nos réunions du conseil d'administration étaient parfois tendues mais finalement productives. Fidèle à sa parole, il n'a plus jamais remis en question mon service militaire ou mon droit de diriger l'entreprise. Les cicatrices physiques et émotionnelles de mon service sont restées, bien sûr. Les jours particulièrement mauvais, lorsque la douleur dans ma jambe était intense, ou lorsqu'un bruit fort soudain déclenchait des souvenirs de cette lointaine explosion, je me retirais dans l'ancienne cabane de pêche de papa au bord du lac. La solitude aidait, mais ce n'était pas suffisant. 6 mois après avoir repris l'entreprise, j'ai finalement suivi le conseil de longue date d'Amanda et j'ai rejoint un groupe de soutien pour les anciens combattants ayant des antécédents de services classifiés. Le groupe se réunissait tous les mois dans un lieu sécurisé à 2 heures de route, offrant un espace rare où nous pouvions parler librement d'expériences qui restaient cachées au reste du monde. Le plus difficile, a partagé Michel, un ancien des commandos marines avec un service également classifié, c'est de porter le poids de quelque chose que l'on ne peut jamais expliquer complètement, même à ceux qu'on aime le plus. Ces mots ont résonné profondément en moi. Dans cette salle, entouré d'autres personnes qui comprenaient le fardeau unique du sacrifice non reconnu, j'ai trouvé une guérison qui m'avait échappé ailleurs. Nous étions des étrangers connectés par des secrets partagés, liés par des expériences qui existaient dans l'ombre des dossiers officiels. Au premier anniversaire de la mort de papa, j'ai créé la fondation commémorative Robert Tissot, dédiée au soutien des anciens combattants en transition vers des carrières civiles, en utilisant une partie de mon héritage et des bénéfices de l'entreprise. La fondation offrait des bourses, des programmes de formation et des subventions de démarrage d'entreprise pour les anciens militaires. Lors de l'événement de lancement de la fondation, j'ai prononcé mon premier discours public en tant que dirigeante de Tissot BTP. Sans révéler de détails classifiés, j'ai parlé des défis auxquels les anciens combattants sont confrontés lorsqu'ils retournent à la vie civile, en particulier ceux dont les contributions les plus significatives restent non reconnues en raison de contraintes de sécurité. Certains sacrifices sont célébrés avec des médailles et des défilés, ai-je dit au public. D'autres se produisent en silence, connus seulement de ceux qui les font et des quelques personnes autorisées à le savoir. Les deux sont tout aussi précieux, tout aussi dignes de notre soutien et de notre respect. Le discours a reçu une attention médiatique inattendue, sensibilisant à la mission de la Fondation et aux problèmes plus larges auxquels sont confrontés les anciens combattants ayant des antécédents de services classifiés. Plusieurs responsables militaires m'ont contacté en privé par la suite, exprimant leur gratitude pour avoir mis en lumière une réalité rarement discutée dans les forums publics. Alors que la Fondation grandissait, mon sentiment d'utilité grandissait aussi. La douleur de la perte de papa et de la trahison de Jacques s'est progressivement transformée en quelque chose de constructif, un héritage qui honorait les valeurs de papa tout en créant de nouvelles opportunités pour ceux qui avaient servi notre pays. 18 mois après la confrontation au tribunal, Jacques a demandé une réunion privée. Nous nous sommes assis dans ce qui avait été le bureau de papa, maintenant le mien, entouré de photographies, anciennes et nouvelles. Parmi elles, une photo de papa et moi lors de ma dernière visite à la maison avant la mission qui a tout changé.
Et à côté, une photo de groupe de la plus récente cérémonie de remise des diplômes de la Fondation. J'ai beaucoup réfléchi, a commencé Jacques, plus hésitant que je ne l'avais jamais vu. À papa, à nous, à la façon dont les choses se sont passées. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. J'avais tort, Élise. Pas seulement à propos de ton service, mais à propos de tout. J'ai passé tant d'années convaincu que papa me préférait, que j'avais droit à son héritage, que je n'ai jamais pris le temps de considérer pourquoi il pourrait voir quelque chose de précieux en toi aussi. Il a fait un geste vers la photo de la remise des diplômes de la Fondation. Ce que tu fais avec l'entreprise, avec la Fondation, c'est remarquable. Papa serait fier. Je pense qu'il a vu ce potentiel en toi bien avant moi. Merci, Jacques, ai-je dit, sincèrement ému par son aveu. Ça signifie beaucoup. J'ai une proposition, a-t-il poursuivi. Catherine et moi avons discuté de déménager. Il y a une opportunité d'ouvrir une succursale à Lyon. Le marché là-bas est en pleine croissance et je pense que Tissot BTP pourrait y établir une forte présence. Tu veux te développer? C'était inattendu. Oui, mais plus que ça, je veux un nouveau départ. Diriger le bureau de Lyon me donnerait de l'autonomie tout en faisant toujours partie de l'entreprise, et cela nous donnerait à tous les deux un peu d'espace pour guérir de tout ce qui s'est passé. La proposition avait du sens d'un point de vue commercial et personnel. Jacques aurait le rôle de leader qu'il désirait tout en restant connecté à l'héritage de papa. Nos interactions quotidiennes seraient limitées, réduisant le potentiel de conflit alors que nous continuions à travailler sur notre relation compliquée. Je pense que papa approuverait, ai-je dit finalement. Développons une proposition formelle pour le conseil d'administration. Alors que Jacques quittait mon bureau ce jour-là, quelque chose a changé entre nous. Pas le pardon, exactement. Certaines blessures étaient encore trop fraîches pour ça, mais la compréhension, la reconnaissance que nous essayions tous les deux d'honorer la mémoire de papa à notre manière. La succursale de Lyon a ouvert 6 mois plus tard avec Jacques à sa tête. Nos interactions professionnelles sont devenues plus confortables avec le temps, et parfois nous avons même réussi à partager des dîners de famille sans tension. Catherine et moi avons développé une amitié indépendante de ma relation avec Jacques, et je suis devenue une vraie tante pour leurs enfants, qui me connaissaient comme tante Élise, qui était dans l'armée, sans toute l'histoire compliquée. 3 ans après le décès de papa, je me tenais devant sa tombe par une matinée d'automne fraîche. La pierre tombale en granit poli indiquait simplement « Robert Tissot, père bien-aimé, bâtisseur de rêves ». J'ai placé des fleurs fraîches à côté et je me suis assise sur le petit banc à proximité. « J'aimerais que tu puisses voir tout ça, papa », ai-je dit doucement. L'entreprise est florissante. La Fondation a aidé plus de 200 anciens combattants à commencer de nouvelles carrières. Jacques et moi, nous trouvons notre chemin au loin, je pouvais voir Amanda attendre respectueusement près de la porte du cimetière. Nous avions maintenu notre amitié au-delà de la relation professionnelle, et elle était devenue l'une de mes plus proches confidentes, l'une des rares personnes qui connaissait toute la vérité sur mon service et mon parcours depuis. En me levant pour partir, j'ai touché la pierre tombale une dernière fois. Merci de m'avoir vu, papa. De m'avoir vraiment vu quand personne d'autre ne le pouvait. Le chemin depuis cette révélation au tribunal jusqu'à ce moment avait été long et souvent douloureux. Je portais encore les cicatrices physiques de mon service et les cicatrices émotionnelles de la discorde familiale. Mais j'avais aussi trouvé une force que je ne savais pas que je possédais, un but en aidant les autres comme moi, et finalement, une certaine paix. Parfois, la guérison ne signifie pas que la douleur disparaît complètement. Parfois, cela signifie que la douleur se transforme en quelque chose qui vous pousse en avant au lieu de vous retenir. Mon service classifié m'avait appris à porter des fardeaux en silence, mais le dernier acte de papa m'avait appris qu'être vu et valorisé, même si ce n'est que par quelques-uns, rend ces fardeaux plus faciles à porter. En retournant vers Amanda et l'avenir qui m'attendait, j'emportais avec moi la leçon la plus importante de toutes. Parfois, nous perdons quelque chose de précieux pour découvrir quelque chose d'inestimable en nous-mêmes. J'avais perdu mon père, failli perdre ma relation avec mon frère, mais j'avais trouvé une force et un but qui me guideraient vers l'avant.